Bienvenue à vous tous pour notre échange mondial de connaissances sur l'évaluation des risques climatiques pour le Global Water Center on Adaptation. Donc, l'objectif de l'organisation est d'aider les sociétés du monde entier à devenir plus résilientes aux risques liés au changement climatique afin de faciliter les mesures d'adaptation au changement climatique dans le monde entier. Et nous avons des bureaux en Afrique, en Asie, et cette communauté euh, se compose de nombreux spécialistes des questions de l'eau et des solutions naturelles dans différents secteurs, dans différentes professions, ce qui nous permet de partager et d'échanger nos connaissances et nos expériences pour toucher toute la communauté de gestion de l'eau et faciliter les mesures d'adaptation. Nous favorisons les apprentissages entre pairs et nous organisons différents événements auprès des communautés. Les facilitateurs, avec le soutien du Water Center on Adaptation, sont des courtiers de connaissances et des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures et des politiques élaborées. Je m'appelle Olivier, je suis l'une des facilitatrices de la Water Adaptation Community. Donc, merci à tous nos participants, aux intervenants également, pour leur présence aujourd'hui. Et je vais rapidement vous mentionner quelques points généraux avant de commencer. Si vous voulez écouter cette séance en français, il vous suffit de cliquer au bas de votre écran sur le bouton d'interprétation et vous pouvez choisir la langue que vous préférez. Donc ici, nous sommes dans la salle principale, mais vous pouvez écouter avec l'interprétation. Une fois que vous partirez dans la salle de conversation et que vous reviendrez, vous devrez peut-être reconfigurer cette option. Si vous êtes dans la salle principale et si quelqu'un fait une présentation en français, si vous voulez l'écouter en anglais, cliquez sur le bouton d'interprétation et choisissez le canal anglais pour écouter l'interprétation en anglais. Je voudrais vous encourager tous à vous renommer. Ainsi, lorsque nous passerons aux conversations, on saura qui est qui. Donc, si vous pouvez le faire en cliquant sur la liste des participants ou sur votre propre vidéo. Si vous voyez les trois petits points, cliquez dessus et vous pouvez changer votre nom. Et je voudrais vous encourager tous à changer le nom. Si vous pouvez écrire votre prénom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays où vous vous trouvez. De plus, peut-être que vous ne connaissez pas Zoom, vous verrez qu'il y a de nombreuses fonctions au bas de l'écran. Donc, lors des conversations, si vous voulez participer, vous pouvez activer votre caméra et vous pouvez activer votre micro également pour participer. Il y a également une zone de chat ou une zone de conversation. Si vous avez des remarques à faire, si vous voulez parler à quelqu'un en particulier, vous pouvez utiliser la fonction du chat. Vous avez également la possibilité de lever la main. Et cela permet au modérateur de vous voir. Donc, dans la zone réaction, vous pouvez lever votre main. En haut à droite de votre écran, vous pouvez passer de la vue galerie à la vue intervenant. Donc, cela peut être utile pour voir tous ceux qui sont présents dans la salle avec vous. Et si vous ne l'avez pas vu, nous enregistrons cette séance aujourd'hui parce que nous voulons publier cela en ligne, préparer quelques vidéos également pour résumer les conversations. Donc, sachez que nous allons enregistrer cette séance aujourd'hui. Maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et je vais laisser la parole au président de notre séance. Il y a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'eau et avant de rejoindre GCA en 2019, il travaillait pour la Banque mondiale. C'est Dupe, à vous. Merci beaucoup, Olivia. Avant de commencer, je suis désolé, je suis enrhumé, donc j'ai la voix un peu enrouée, mais je suis heureux de vous voir tous aujourd'hui. Et ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est tout d'abord
améliorer notre connaissance des avantages, des difficultés, des opportunités liées aux évaluations des risques climatiques. Ensuite, c'est renforcer les connaissances dans le cadre des évaluations des risques climatiques dans les villes, où il y a souvent peu de données et le secteur informel est très important. Ensuite, sensibiliser et augmenter les connaissances quant aux difficultés liées à l'adaptation climatique dans différentes villes en fonction des personnes, des intervenants qui sont présents aujourd'hui. Ensuite, mieux comprendre comment les villes utilisent les évaluations des risques pour mettre en œuvre les solutions d'adaptation climatique sur le plan local. Donc, comment passer de l'évaluation à la mise en œuvre. Et enfin, nous voudrions créer un espace en ligne et vous y inviter tous pour des apprentissages entre pairs à travers des discussions. Et cela est essentiel pour nous. Nous savons que beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui avez de l'expérience dans ce secteur. Beaucoup d'entre vous avez de l'expérience avec les évaluations et nous voudrions apprendre de vous. Donc, nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour cette évaluation sur les risques climatiques, sachant que c'est un domaine qui évolue de plus en plus dans notre combat contre le changement climatique. Vous tous, vous avez vos propres outils, vos méthodes, vos expériences d'évaluation et nous sommes impatients de vous écouter pour apprendre de vous, pour enrichir cet apprentissage pendant cet événement. Chez GCA, nous avons mis en place différentes évaluations à travers un outil qui coûte peu et qui peut être rapidement déployé dans plusieurs villes en même temps. Il nous permet non seulement de cartographier les risques dans une ville, mais cette évaluation, ou RCRA, nous permet de définir le contexte de développement local, de recenser les acteurs institutionnels présents et de déterminer quelles sont les lacunes entre les initiatives planifiées et les initiatives existantes et nos ambitions sur le long terme. Nous voulons comprendre autant que possible les impacts du changement climatique sur l'économie informelle. Et nous utilisons des données en source ouverte dans la mesure du possible pour que cet outil puisse être utilisé avec des budgets limités et dans des contraintes de temps considérables. Lorsqu'il est idéal de réaliser des évaluations approfondies, c'est vrai, mais cela est difficile dans les pays en voie de développement, surtout en Afrique. Il y a plus de 100 villes ayant plus d'un demi-million d'habitants. Imaginez la difficulté de réaliser des évaluations dans toutes ces villes. Et il y a d'autres facteurs cruciaux, notamment la volonté politique locale pour réaliser leurs ambitions d'adaptation climatique. Il serait idéal d'avoir des évaluations approfondies dans chaque contexte, mais l'outil RCRA serait plus accessible pour réaliser des évaluations rapides parce qu'il ne coûte pas cher et peut être déployé rapidement. Lors de notre séance aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont les spécialistes ont su concilier les différentes contraintes de budget, de temps, de disponibilité de données et de volonté politique pour réaliser ces évaluations dans le contexte urbain africain. Nous allons également parler des conséquences à long terme des évaluations de risque climatique et comment cette analyse est appliquée à l'action de développement sur le terrain. Nous vous invitons à rejoindre les salles de conversation qui vont être dirigées par le Resilient Cities Network. Et sachant que le secteur informel représente plus de la moitié du produit économique des villes africaines et que dans les milieux informels, Christopher Chung va modérer des séances qui se concentreront sur la mise en œuvre des RCRA dans ces environnements où il y a peu de données. Une fois encore, je voudrais vous remercier tous qui nous avez rejoints aujourd'hui et nous reviendrons ensemble à la fin pour partager les conclusions de ces discussions. Avec cet événement aujourd'hui, nous voulons partager nos connaissances dans les salles de conversation, mais d'autres personnes présentes également sont ici pour l'apprentissage entre pairs et pour créer un espace pour que tous les participants ici puissent écouter
apprendre et participer, partager leurs connaissances à travers des discussions en groupe. Très bien. Donc, maintenant, nous allons passer aux séances de conversation en salle de conversation. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez tous voir quelles sont les options. Donc, ce qui va se... Donc, ici, dans la salle principale, nous allons avoir que se passe-t-il après l'évaluation des risques? Et vous pouvez écouter en anglais ou en français dans cette salle principale. Donc, si vous voulez participer à cette séance, il vous suffit de rester ici. Ensuite, pour l'évaluation des risques dans les zones informelles, en anglais, c'est la première salle de conversation. Donc, si vous voulez participer à cette conversation en français, nous avons une salle, la deuxième salle, en français seulement. Céline, est-ce que vous pouvez ouvrir les salles de conversation? Donc, un message devrait s'afficher vous invitant à rejoindre une salle de conversation. Donc, si vous voulez participer à l'une de ces discussions sur l'évaluation dans les zones informelles, vous pouvez cliquer sur cette invitation. Mais si vous voulez participer à la discussion sur la mise en œuvre, vous pouvez rester ici dans la salle principale. Je vais vous donner quelques minutes et nos intervenants pour ces salles de conversation également. Si vous êtes un intervenant, vous devez vous aussi cliquer pour rejoindre ces salles. You're echoing a lot, Chris. So Chris, if you Donc, click Chris, si vous cliquez au bas de votre écran, avec ce message qui s'est affiché, vous pouvez cliquer sur salle de conversation et ensuite vous pouvez descendre et cliquer sur rejoindre la conversation sur l'évaluation des risques dans les zones informelles. Très bien. Céline, peut-être que vous pouviez envoyer Chris dans cette salle s'il n'arrive pas à le faire lui-même. D'accord. Donc, si quelqu'un vient d'arriver, vous pouvez aller directement, vous pouvez cliquer au bas de votre écran, en bas à droite, pour rejoindre l'une des conversations sur l'évaluation des risques dans les zones informelles, la séance en anglais ou en français. Mais si vous voulez suivre la discussion sur la mise en œuvre, il vous suffit de rester ici dans la salle principale et vous pouvez utiliser le bouton d'interprétation au bas de votre écran pour suivre en français ou en anglais. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Leon qui va lancer la conversation. Okay, Patrick, we'll get you moved. All right. OK, Patrick, on va vous envoyer dans une autre salle. OK, merci Olivia. Bonjour à vous tous. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Léon Capetas de Real Resilient Cities Network, où je suis chargé des programmes sur la résilience. Et ce thème aujourd'hui est ma passion. J'ai travaillé aux évaluations des risques moi-même et je voudrais voir comment nous pouvons poursuivre ce travail et mettre en œuvre des solutions dans nos villes. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est peut-être présenter nos intervenants. Nous avons là qui Adrania Dina d'Antananarivo. Il est un ingénieur climatique. Il est un jeune leader pour le changement climatique dans le cadre de ce programme. Il est également un consultant pour une organisation allemande à Madagascar. Nous avons également avec nous Mercedia Lomba de ESF Maputo. Malheureusement, nous avons un collègue qui n'a pas pu nous rejoindre, mais nous pouvons commencer
la présentation et je voudrais dire que nous sommes ici aujourd'hui avec un public très large, des spécialistes qui travaillent dans des villes, les gens qui travaillent avec des villes. Il n'est pas nécessaire que vous soyez un expert du changement climatique, mais si vous voulez savoir comment bien utiliser les informations disponibles pour prendre de meilleures décisions, vous êtes au bon endroit. Et donc, même si vous n'êtes pas un expert du changement climatique, nous voudrions savoir ce que vous pensez. Quelle pourrait être l'utilité de cet outil pour continuer la lutte contre le changement climatique dans nos villes? Donc, je vais laisser la parole à Lucky avec votre présentation. Et si vous avez des diapos que vous voudriez partager avec nous, ou simplement si vous voulez parler de votre expérience, c'est comme vous voulez. Donc, merci Léon. Donc ma présentation va être en français, ça sera plus facile pour moi. Donc je passe directement à la présentation. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, OK, donc j'ai des retours. Donc, comme Léon l'avait dit tout à l'heure, par rapport à mon activité, j'ai été consultant auprès de la Fondation Friedrich Ebert pendant 2 ans et on a travaillé notamment sur le projet qui est l'élaboration de la politique climatique de la commune urbaine d'Antananarivo et de son plan climatique. Donc, c'est un projet Est-ce que je peux vous interrompre une petite minute? Je voudrais que tout le monde comprenne comment, parce qu'Olivia envoie quelques messages dans le chat. Olivia, peut-être que vous pourriez... Oui, je voudrais répéter une fois encore. Lucky fait sa présentation en français, donc si vous voulez suivre en anglais, il vous suffit d'aller au bas de votre écran, de cliquer sur le bouton d'interprétation et choisissez anglais. Par contre, si vous voulez écouter en français et que vous voulez également écouter Lyon en français, il vous suffit de choisir le canal français. Donc, cliquez sur anglais maintenant si vous voulez écouter Lucky en anglais au bas de votre écran avec le bouton d'interprétation. Thank you, Olivia. Très bien, merci. OK, là, à vous la parole, Lucky, une fois encore. Oui, donc je reprends. Donc, j'ai travaillé avec la Fondation Friedrich Ebert pendant 2 ans et notamment sur la dernière année, sur le projet de politique et de plan climat de la ville d'Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar. Et durant ce projet, en fait, la méthodologie qu'on a abordée, c'était de travailler avec une équipe de consultants, d'experts dans le domaine du climat particulièrement. Et il y a eu plusieurs ateliers, en fait, pour élaborer la politique aussi, pour prendre, comme durant cet échange, les bonnes pratiques aussi d'autres acteurs. Juste une petite mise en contexte très rapidement. La ville d'Antananarivo, en fait, elle est très vulnérable face au changement climatique. Et quand il y a de fortes pluies, des cyclones, eh ben, il arrive très souvent qu'il y ait de nombreux dégâts. La ville est très vite submergée dans certaines de ses parties. Et la population aussi, donc, elle est très variée. Donc, il y a beaucoup, en fait, de personnes qui sont encore des paysans dans la ville. 35% de la surface de la ville, c'est encore des milieux agricoles. Donc, c'est de la culture de riz, de culture maraîchère et aussi de cressonnières. Et les 7% de la population vit avec ça. Et ils sont, eux, très vulnérables, en fait, dès qu'il y a des cyclones et cela. Et la commune urbaine, en fait, dans ce contexte-là, elle a souhaité mettre un peu plus de cadrage dans les activités qu'elle met déjà en œuvre pour faire face au changement climatique et aussi trouver en fait les projets prioritaires et les programmes prioritaires à faire. Et elle s'est munie d'une panoplie de politiques, notamment une politique sur le genre, qui a aussi été le fruit du travail avec la Fondation Friedrich Ebert, et ce plan climat qui est encore en cours d'élaboration. Maintenant, par rapport aux risques, en fait, là, je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, il y a les risques
qui sont vraiment donc, directement liés au changement climatique, qui sont sur les ressources en eau. Les tendances climatiques pour Antananarivo en particulier, elles vont faire une réduction de la pluviométrie, ce qui fait qu'on aura en fait, il y a de moins en moins il y a de plus en plus de périodes durant lesquelles l'eau se tarit. C'est difficile en fait donc pour la société nationale qui fournit l'eau d'avoir un service de qualité qui puisse subvenir aux besoins de tout le monde. Et avec aussi les problèmes environnementaux qu'il y a, l'eau devient, et la population qu'il y a aussi, en fait, l'eau devient de plus en plus sale et c'est de plus en plus compliqué pour la compagnie de traiter cette eau-là et vraiment d'avoir une eau de qualité et en quantité suffisante. Puis il y a aussi les secteurs de la santé qui sont directement affectés par le changement climatique. Donc il y a les maladies climato-sensibles comme les maladies respiratoires, également les maladies diarrhéiques qui sont de plus en plus courantes, mais le secteur de la santé aussi est vulnérable par rapport aux infrastructures de santé qui, lors des cyclones, notamment, sont aussi très vite submergés et on n'a pas non plus des tonnes à arrive. Bon, du point de vue de l'agriculture aussi, donc je l'avais évoqué tout à l'heure, il y a une grande majorité, il y a une grande part, pas une majorité, de lieux qui sont encore bon, étonnamment, c'est pas l'image qu'on suit d'une ville avec 35% de la capitale qui est encore vraiment l'espace des paysans. Et en termes de biodiversité aussi, en fait, il y a un risque important. Ça concerne en fait il y a il y a une famille de hérons. Et Antananarive, en fait, c'est le lieu où il y a la plus grande concentration de ces oiseaux-là, à Madagascar. Et en fait, c'est juste un petit refuge. Maintenant, c'est devenu ça, en fait, la zone qui est protégée aujourd'hui. Et avec les pressions qu'il y a sur l'environnement et le changement climatique, ces oiseaux-là aussi, en fait, ils risquent très bientôt de disparaître. Il y a deux espèces notamment qui sont menacées. Et à part ces risques, en fait, qui sont directement liés au changement climatique, il y a aussi, en fait, des aspects qui sont fondamentaux aussi dans la résolution des problèmes climatiques et de l'adaptation notamment. Le premier, c'est la gouvernance. La gouvernance, elle est fondamentale puisque la commune urbaine, en fait, elle n'a pas toutes les capacités. C'est une commune, c'est une collectivité selon les modèles qu'il y a dans des pays. Et elle a certes un pouvoir, en fait, d'élaborer des lois, de créer certaines taxes, mais il y a en fait très vite une concurrence avec l'État central sur certains sujets. Et on a eu pendant plusieurs fois dans l'histoire de la capitale des ingérences de l'État aussi, puisque la capitale, en fait, elle a un certain prix politique aussi. Donc, ça fait que chaque fois que la commune va essayer de mettre en œuvre, par exemple, avant, on avait la gestion de la décharge de la ville, et sur l'entreprise qui était chargée de la gestion de cette décharge-là, à un certain moment, elle était affectée à Antananarive, à la commune, mais aussi au ministère de l'Environnement, au ministère chargé de l'hygiène. Et il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient dedans et ça faisait que plus rien n'avançait. Donc ça, c'est des risques aussi qui viennent très souvent, c'est des risques qui sont liés à la gouvernance. Il y a aussi la capacité de la commune en elle-même à mobiliser des fonds et à mobiliser les compétences aussi pour pouvoir mettre en œuvre et réaliser tous les projets qu'elle souhaiterait faire. Un exemple très parlant, il y a il y a 2 ans, en fait, on avait relancé le code municipal de l'hygiène. Et concrètement, lorsque la police municipale devait en fait être la force qui permettrait à la commune de réaliser, de faire le suivi de ce code-là, concrètement, elle se limite juste aujourd'hui à s'assurer de la circulation dans la capitale. Donc, il y a les ressources et les compétences aussi de la commune et ces capacités-là qu'il faut aussi considérer en fait dans l'équation de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation en particulier. Et un dernier défi en fait majeur, c'est la démographie. La capitale a une croissance de 3%.
tous les ans. C'est énorme comparé à la moyenne mondiale, on est sur 0,8%, 1% à peu près, ce qui fait que très vite, en fait, la capitale va être submergée. Pour l'instant, actuellement, elle est déjà submergée. La ville est prévue pour 300 000 personnes. C'était comme ça qu'elle avait été construite dans les années 1800 et elle n'a pas beaucoup évolué depuis. Et maintenant, en fait, on estimerait la population à peu près 2 millions, ce qui est vraiment énorme. Et on va ajouter encore cette démographie-là, cette croissance, et aussi des phénomènes de migration qui sont liés au changement climatique. On a eu à un certain moment, l'année dernière, à Antananarive, des gens qui sont venus du sud en masse, qui ont transité par Antananarive, et certains sont vraiment restés, puisqu'ils n'étaient plus capables de produire dans les villes. Donc, ça fait en fait énormément de choses à considérer, à part vraiment les effets directs du changement climatique qui sont à voir aussi. Et je vais me mettre, je vais m'en arrêter là et peut-être que sur la séance de questions, on pourra en discuter un peu plus. J'ai essayé vraiment de présenter beaucoup de choses et j'espère que ça n'a pas trop nuit à la clarté de la présentation. Merci. Dora. Dora. Thank you, Lucky. I'll ask, I see some participants who, yeah, please, yeah, thank you. Je vais voir s'il y a des participants qui aimeraient mettre son micro sourdine. Oui, très bien. Merci Lucky, c'était une présentation très intéressante. Je ne savais pas beaucoup par rapport à votre contexte et maintenant j'ai bien appris parce que vous avez fait ces liens avec les points sur la santé, le climat, la perte de la biodiversité. Donc, vous avez parlé également des questions de gouvernance. Je pense que nous allons pouvoir entendre quelques questions, mais pas immédiatement. Je vais premièrement inviter Mercilia à faire sa présentation, Mercilia de Naputo, et puis nous allons pouvoir ouvrir notre conversation au groupe, donc pour des questions et des commentaires. Donc, merci. Est-ce que vous êtes là? Je vérifie. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Je suis juste en train de régler quelque chose. Est-ce que nous pouvons peut-être prendre des questions pour Lucky d'abord? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais ouvrir la parole aux questions directes pour Lucky. Donc, nous allons passer à peu près 5-10 minutes sur ces questions. Et puis, nous allons pouvoir avoir une discussion de groupe plutôt ouverte. Donc, pas nécessairement sur une ville spécifique. Vous pouvez parler également de vos propres villes. Mais premièrement, les questions pour Lucky. Vous pouvez les mettre dans le chat, par écrit, ou sinon, si vous voulez activer votre microphone, n'hésitez pas. Je vois que Florence a une question, oui? Allez-y. Merci. Donc, merci. C'était vraiment très complète, votre présentation. Et la situation est complexe, bien entendu. Donc, c'était un peu difficile de faire cette présentation dans le temps alloué. Je me demandais si, lors de quelques ateliers précédents, nous avons parlé de l'agriculture flottante. Est-ce que vous avez essayé cette idée d'agriculture flottante dans votre cas? Vous avez parlé du fait d'avoir de l'agriculture autour de la ville et le problème des inondations. Donc, je voulais juste vous demander si vous avez essayé avec ce genre de solution. Merci, Florence. Merci pour la question. Par rapport à justement ce sujet de l'aquaponie, je pense que c'était ça la version de l'aquaponie et de l'hydroponie. Ce sont des options qu'on n'a pas encore en fait établies dans le plan climat en lui-même. Le plan climat n'est pas encore terminé, donc peut-être qu'on peut encore en discuter. Mais en fait, l'agriculture, c'est pas vraiment en fait la vocation de la capitale après. Certes, l'agriculture, elle aide en fait une certaine tranche de la population à pouvoir subvenir à certains besoins,
Là, je l'avais dit tout à l'heure, il y a 35% de la surface de la capitale qui est utilisée en fait pour de l'agriculture, mais ça ne profite en fait qu'à 17% des gens qui vivent dans la capitale. Et en plus, en termes donc de produits, c'est 7% en fait de la richesse qui est créée dans la capitale. Donc, c'est infime en fait. La question en fait, elle est un peu plus de l'ordre de s'il faut que les gens produisent, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils produisent plus efficacement, que leur culture aussi puisse persister par rapport aux cyclones. Et c'est des questions d'infrastructure aussi qui seront plutôt donc dans le plan climat. C'est aussi quand même 35% de la ville, c'est quand même beaucoup, hein, c'est un tiers de la ville qui est réservée à l'agriculture. Donc, déjà, travailler là-dessus, ça serait vraiment travailler plutôt à rendre ces structures-là plus résilientes. Et dans le plan aussi, en fait, un autre défi, c'était que même s'il y a l'aspect démographique qui est là, le consensus en fait qu'il y avait dans les ateliers, c'était qu'il ne fallait plus trop toucher à ces surfaces agricoles-là, puisque ces surfaces agricoles-là aussi, elles ont déjà un rôle majeur aussi dans la gestion de l'eau aussi dans la capitale, puisque ce sont des zones inondables particulièrement pour la riziculture et pour aussi les questionnaires. Donc, c'est surtout qu'il faut essayer de préserver ça, créer de nouvelles cultures, utiliser des ressources qui sont déjà là. C'est aussi un défi par rapport aussi à la qualité de l'eau, par rapport à la pollution, puisque là, je me suis focalisé surtout sur le changement climatique, mais c'est quand même un vrai problème qu'il y a. La décharge d'Antananarive, en fait, elle est énorme. Depuis 60 ans, on met les ordures de la commune dans un même endroit. Donc, c'est immense, hein, c'est sur des hectares. Et là, on est sur 30 mètres, peut-être pas 30 mètres, mais sur des dizaines de mètres en fait, de déchets qui s'amoncellent. Ces déchets-là, en fait, avec les pluies, avec l'eau, les inondations, en fait, il y a eu un phénomène un peu de lixiviation. Donc, il y a du jus de déchets, en fait, qui va se déverser dans les cours d'eau qui sont autour et aussi dans le lac phréatique. Ce qui fait que, et là aussi, c'est quand même quelque chose d'important, l'agriculture Antananarive aussi, un autre défi, c'est comment assurer que les produits qui sont produits, que les produits agricoles qui sont dans la capitale soient comestibles. Puisqu'il y a quelques mois, c'était il y a 2 mois si je ne me trompe pas, un article du CIRAD qui avait parlé des cultures maraîchères d'Antananarive et qui avait mis le doigt sur un haut risque quand même de contamination par la consommation de ces produits. Donc ça, on ne l'avait pas anticipé dans la politique et dans le plan climat qu'on est en train de mettre en œuvre. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que peut-être je peux enchaîner sur une autre question? Vous avez parlé d'un certain point. Est-ce que vous avez des exemples concrets de comment vous allez adapter les structures agricoles dont vous avez parlé? Oui, alors pour l'instant, les programmes sont encore en cours d'étude, mais ce sera surtout de l'ordre d'évitement en fait des inondations. Les zones agricoles qui sont dans la capitale en fait sont protégées par des systèmes de digues qui datent déjà quand même de très longtemps du temps des rois. Et ça serait déjà de renforcer déjà ces protections qui sont déjà là. Aussi en termes de technique aussi, de technique agricole, puisque la grande partie de cette agriculture qui est en ville, c'est de la riziculture. Donc, ça serait en fait d'utiliser des variétés de riz qui résistent plus aux inondations, qui sont plus en adéquation en fait avec, donc, qui sont plus résilientes. C'est là aussi en fait que ça va se focaliser sur la protection donc des rizières et sur le changement de variétés pour des variétés plus résilientes.
Très bien, merci beaucoup. Thank you. Thanks, Lucky. Thanks, Florence, for the questions. Merci, Florence. Merci, Lucky. Je pense que nous pouvons maintenant passer la parole à Marcelia, qui est maintenant en ligne. Donc, ce serait bien, je pense, d'écouter sa présentation et puis nous allons pouvoir continuer notre discussion. Marcelia, je ne vous vois plus. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, oui. Ah, bonjour. Super. Bienvenue, Marcelia. C'est à vous. Et vous êtes en mesure de vous présenter? Parce que je pense que vous êtes là au nom de Sylvain, n'est-ce pas? Parce que Sylvain ne peut pas être là. Donc, est-ce que vous pouvez juste vous parler de votre parcours, de votre ville, et puis de lancer votre présentation, vos expériences sur l'évaluation des risques? Merci. Très bien. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous avez ma présentation ou non. Si vous pouvez partager votre écran, ce serait super. Merci. OK, juste un instant. Can you see the presentation? Yes, Vous we voyez can. ma présentation? Oui. Vous pouvez juste changer de mode pour pouvoir voir tout l'écran. Oui, je suis juste en train de régler cela. Voilà. Fantastic. Yeah. Super. Ça marche. Très bien. Donc, je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir pour vous, dépendant de votre région. Je m'appelle Marcelia Lambé, je suis architecte et urbaniste pour Architects Without Borders, architectes sans frontières. Ici, en Mozambique. Je suis ici au nom de Monsieur Silva, qui est membre de notre conseil, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes en train de parler des changements de climat et changements climatiques et nous avons vraiment beaucoup d'inondations chez nous dans notre capitale en ce moment. Donc, lui, Silva, il est en train de travailler exactement sur cette question en ce moment. Je vais présenter donc quelques expériences. Nous essayons en ce moment de résoudre quelques conséquences des changements climatiques dans un des arrondissements de Maputo qui s'appelle Chamonsulo. Donc, nous allons peut-être vous donner quelques idées sur ce genre de travail aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une zone au Maputo, donc dans la ville de Maputo, et cette zone était une zone qui hébergeait plutôt les personnes qui travaillaient au centre du capital, donc surtout lors de l'époque d'urbanisation. Donc, il s'agissait d'une zone d'habitation plutôt informelle, surtout avec des personnes qui étaient associées au travail d'esclavage. Et au cours des années, il y avait quelques interventions dans cette zone. Donc, par exemple, pour établir des infrastructures routières pour essayer de vraiment établir des liens entre cette zone et le centre. Il y avait vraiment beaucoup de difficultés liées aux inondations. Donc, il s'agit des ruelles et des ruelles qui des fois étaient complètement débordées d'eau. Donc, l'idée était d'essayer d'élargir un peu ces ruelles. C'était une tâche difficile parce qu'il y avait beaucoup de négociations avec les familles qui habitaient dans ces petites ruelles pour essayer de vraiment obtenir plus de
terre pour améliorer cette infrastructure. Il y avait des transformations après de ces zones. Donc, les enfants que nous voyons ici qui jouaient avec l'espace créé et même l'idée d'avoir plus de surface imperméable, cela a vraiment amélioré les conditions et les effets lors des inondations, lors des pluies. Nous avions également des interventions d'urgence. Donc, nous avons des différents segments de cette zone et nous essayons donc d'établir vraiment une réponse d'urgence avec des véhicules spécialisés. Avant, il y avait vraiment des difficultés lorsqu'il s'agissait des véhicules de pompiers plutôt traditionnels parce que les ruelles ne permettaient pas les véhicules de passer. Nous essayons également de travailler sur des questions comme des funérailles parce que même l'idée de se déplacer dans ces petites ruelles était vraiment compliquée. Donc voilà quelques idées. Ici, je vous montre un schéma qui décrit un peu les différentes initiatives. Donc, nous avons commencé également avec les questions d'habitation sur les types de logements dans ces zones. Donc, ici, nous voyons que tout cela a commencé avec l'idée d'ouvrir ces ruelles et l'idée était également d'avoir un certain niveau de documentation. Donc, il y a également des questions sur les droits fonciers, les personnes qui ont pas toujours leur documentation pour montrer leurs droits à leur habitation. Donc, nous avons également travaillé sur cette question. La plupart des maisons n'avaient pas d'infrastructure de base. Donc, nous avons examiné également ces questions de qualité de vie. En parallèle avec cette méthodologie, nous avons également un plan approuvé. Donc, c'était l'année dernière que nous avons reçu cette approbation avec des réglementations par rapport à l'utilisation de ces zones. Donc, surtout les conditions de logement, d'habitation, les différentes règles par rapport à l'occupation des terres. Nous avons travaillé avec Architects Without Borders, Architectes sans frontières, donc pour aider les communautés à comprendre les questions comme le fait de devoir avoir une licence avant de commencer un projet de construction. Ici, je vous montre un peu comment cette zone est divisée. Donc, il y a des petites parcelles, donc des conjonctions des différents quartiers. Donc, avec notre zone pilote ici, je ne sais pas si vous voyez, je vous indique ici la zone pilote. L'année dernière, nous avons travaillé sur cette zone, donc un quartier qui était un peu dans la forme d'un papillon. Et donc, nous avons maintenant des propositions pour continuer ce travail dans la zone indiquée ici. Cela est fait à travers du financement et des subventions pour pouvoir vraiment étendre et faire avancer ce projet. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout que j'avais à dire. Nous travaillons avec la municipalité de Maputo, avec notre partenaire, et je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Marcilia. C'est très intéressant.
C'était vraiment intéressant pour moi parce que j'avais fait précédemment une étude, une analyse climatique à Maputo. Et c'était très intéressant de voir comment vous avez travaillé sur cette zone. Donc, avec ce plan urbain qui était très complexe, qui avait beaucoup de défis lorsqu'il s'agissait des conditions climatiques extrêmes. Là, maintenant, nous sommes en train d'améliorer les conditions de vie pour ces ménages. Hein, petit à petit, vous travaillez dans un quartier spécifique avant de changer de focus. Donc, l'idée est de vraiment d'améliorer l'espace, d'encourager également les habitants d'avoir la documentation mise à jour. Nous avons vu que vous développez également des lignes directrices, hein, donc pour déterminer les points constituant une habitation sûre. Donc, cela est très important, je pense. Je vais maintenant ouvrir la parole aux participants. Si vous avez des questions directes, peut-être pour Marsilia, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou à mettre votre question dans le chat. Je ne vois pas de main levée. Je vais juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur réaction en bas de votre écran et il y a l'option de lever votre main virtuelle. Auribel, je vois. Auribel, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, Marcelia, de votre présentation. C'était vraiment intéressante. J'aimerais savoir, comme il s'agit d'un projet de longue date, ce serait bien de savoir combien de temps et combien de ressources hein, en termes de ressources humaines, par exemple, vous avez besoin pour cette évaluation de risque et si vous avez fait une priorisation lors de cette évaluation et comment vous l'avez fait. Donc, comment vous avez décidé quels étaient les risques sur lesquels vous voulez focaliser d'abord. Je voulais également poser une deuxième question. Avec cette méthodologie, est-ce que vous avez utilisé une stratégie pour la sensibilisation des habitants? Merci. Je réponds maintenant ou vous voulez avoir toutes les questions d'abord? Ah, c'est comme vous voulez, mais peut-être, bon, on peut peut-être prendre la question d'Ivan. Il a écrit dans le chat comment est-ce que ce travail est financé ou qui finance ce travail? Et Magda, je vois que vous avez votre main virtuelle levée. Magda? Oui, bonjour. Je voulais juste continuer la question d'Auribel sur la priorisation par rapport à vos décisions et lorsqu'il s'agissait de la priorisation, est-ce que vous avez utilisé des outils pour vérifier l'efficacité des solutions proposées, donc pour faire face aux différents risques? Merci. Merci, Magda. Très bien. Donc, je vais essayer de répondre aux deux questions parce que les deux sont liés, je pense. Donc, je vais juste répéter la question avant de répondre. Donc, Arabelle, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous avez posé votre question sur le temps et également les coûts de l'intervention, n'est-ce pas? Oui.
Et la question de Magda était également, c'était plutôt sur How help l'évaluation des prioritize risques. risk. Donc, comment est-ce que vous avez pu déterminer ces points et également la priorisation des risques. Donc, lors de l'étape d'évaluation. Donc, pour déterminer quels étaient les risques les plus importants. Lorsque nous avons commencé ce travail à Chomongolo, comme j'ai mentionné, Chomongolo est une des zones qui, par le passé, avait beaucoup d'interventions, donc des organisations qui voulaient améliorer les conditions de vie dans ces quartiers sans avoir nécessairement beaucoup de succès. Donc, nous avions dû vraiment essayer de gagner la confiance des habitants, de bien expliquer ce que nous étions en train de faire et ce que nous voulions faire. Donc, cela a demandé un certain temps. L'idée était d'être sûr également de communiquer avec les bons mots, hein, utiliser les termes que les habitants utilisaient, hein, parce que les habitants de ces zones ne se considèrent pas comme des personnes qui vivent dans des zones urbaines. Ils se considèrent plutôt comme des habitants, disons, plutôt ruraux. Donc voilà, nous devions comprendre bien leur contexte, leur idée par rapport à leur zone d'habitation et de gagner leur confiance. Donc, l'idée était de travailler vraiment dans une manière participative. Nous avons donc fait un travail de cartographie, donc pour indiquer les ruelles qui étaient les plus vulnérables, les plus ciblées également par la criminalité. Et pour notre évaluation, nous avons commencé à vraiment cibler ces ruelles spécifiques. Nous avons travaillé en partenariat avec deux écoles, donc une école technique qui nous aidait avec l'évaluation des différentes parcelles, donc pour la collecte des données sur les dimensions des parcelles et également une autre école plutôt pour la sociologie qui travaille sur des questions de collecte de données sur les familles, donc les revenus, les activités, etc. Donc, avec toutes ces données, l'idée est de vraiment être préparé avant d'aller visiter les maisons des personnes pour essayer de vraiment aborder des questions sensibles comme le fait de vraiment devoir prendre une partie de leur parcelle pour ce projet d'expansion des ruelles. L'idée était de vraiment travailler sur ces négociations de manière sensible. Hein. Nous savions que ce processus était délicat et donc nous avons passé à peu près 3 ans pour arriver à ce point-là. Nous avons également travaillé sur des questions de méthodologie liées à l'infographie que j'ai présentée. Donc, l'objectif était de vraiment fournir une situation d'habitation décente. Donc, l'idée était de vraiment commencer par le fait de savoir exactement avec qui nous étions en train de travailler, de comprendre tous les aspects démographiques avec ces évaluations. Et puis, ce projet d'ouverture des ruelles est maintenant d'essayer d'encourager ou de donner aux gens un document pour obtenir un certain niveau de sécurité hein, par rapport aux droits fonciers.
Nous avons également travaillé sur des questions de conceptualisation des maisons, donc basées sur un plan que nous avons établi l'année dernière avec des réglementations, des modalités associées à l'idée de construire une maison de manière sûre. Donc, l'idée de vraiment aider ces populations d'exiger les documents nécessaires avant de construire. Donc, une licence permet de construire, de construction. Nous avons donc travaillé récemment sur ces questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les éléments. Moi, je pense que oui. Et moi, j'ai encore une question pour vous par rapport à ce que Magda a dit donc sur les idées de, de suivi, donc comment vraiment suivre ce travail avec les ménages et voir quel est le niveau de satisfaction, par exemple, des personnes. Est-ce que les personnes sont satisfaites avec leurs conditions de vie maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment des manières de mesurer vos interventions? Oui. La réponse est oui. Il s'agit bien entendu d'un ajustement pour plusieurs personnes parce que il y a vraiment des considérations de culture. Ces personnes ont vraiment beaucoup d'habitudes liées à leur parcelle rurale. Il y a vraiment cette mentalité de vouloir avoir une grande parcelle de terre. Donc, l'idée de voir même perdre une toute petite partie de votre parcelle, même si vous comprenez bien que cela va améliorer vos conditions dans votre rue. Cela a été difficile, mais maintenant, je pense que les personnes sont plutôt convaincues du fait que, par exemple, les enfants peuvent jouer près de leur maison, dans la rue juste devant. Donc cela a amélioré, bien entendu, les conditions et maintenant, nous avons reçu plutôt des bons retours. Très bien. Merci. Donc, félicitations encore de ce travail et cette partie d'engagement est si critique, je pense. L'idée de reconnaître quels sont les points d'entrée les plus pertinents. Cela est vraiment important. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, comme nous avons déjà eu quelques questions, 2 questions directes à Marsilia et 2 questions exactement dirigé à l'acquis. L'idée est de maintenant ouvrir la parole pour une discussion de groupe. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, j'encourage également les participants d'allumer vos caméras et de parler de vos propres expériences, la mise en œuvre de vos projets, les outils mis en œuvre pour l'évaluation des risques. Donc, voilà, la parole est à vous. I see Magda turn on her screen. So, Je vois que Martha a activé sa caméra. Peut-être que vous voulez dire quelque chose, everybody else too. Please go first. mais allez-y, Magda. Ah, je ne savais pas que c'était un signe. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire que j'ai participé à la vérification des résultats de l'intervention. Je travaille pour DHI, une entreprise qui se spécialise dans les solutions numériques et qui fournit des outils d'évaluation des risques et pour analyser également l'impact de ces solutions afin d'accompagner les décisions. Et nous savons que souvent les problèmes sont tous liés les uns aux autres. Et nous nous rendons compte de cela et nous intégrons cet aspect aux solutions que nous préparons.
Donc, c'est pour cela que j'essaie de comprendre quelle est l'importance de ce point pour les personnes qui font face à ces risques. Est-ce que vous avez votre expérience? Est-ce que vous avez une expérience en tant qu'expert technique? Oui, nous répondons à des difficultés semblables. Je suis en Europe et ici nous avons by the European Union, and that was the whole process that we had to implement from un the processus que nous avons dû mettre en œuvre preparing flat risk maps, defining the risk visually, and then pour préparer analyzing that risk, et analyser les proposing risques solutions, et trouver des solutions the impact of these solutions. et analyser l'impact de ces solutions. Nous avons également travaillé en Afrique avec ce problème des données lorsqu'on prépare des modules pour les solutions numériques. Il y a souvent des problèmes de manque de données, mais nous voyons de plus en plus d'informations sources ouvertes issues de systèmes d'observation. Et donc, même des zones où il y a peu de données peuvent bénéficier de ce genre de solutions. Oui, oui, il y a des différences très importantes en fonction du contexte. Aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, différentes sources de données, différentes solutions d'adaptation, différentes conditions sur le terrain. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler de son expérience? Pour ces évaluations et la manière dont ces évaluations peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions? Je vois un message qui a été écrit par Kouti. Et apparemment, vous liez les... Oui, si vous voulez nous en parler. Oui, je suis heureuse d'en parler. Pillars of a bigger climate action plan. So the cities as part of the Covenant of Mayors initiative that I support, that at GIZ, they sign up and commit to planning for climate and energy. Donc, nous faisons de la planification pour le changement climatique dans mon organisation et nous travaillons également pour l'énergie durable. En rapport avec les émissions de gaz à effet de serre notamment. Mais l'adaptation est une partie importante de notre travail. Et la raison pour laquelle nous avons préparé cet outil, c'est parce qu'il y a de nombreuses villes qui font partie de l'initiative. Et nous travaillons avec 300 villes, mais nous n'avons pas suffisamment de ressources pour travailler avec ces 300 villes. Donc, si certaines villes veulent travailler seules, elles peuvent le faire avec l'appui des bailleurs de fonds. Et cela peut aider les villes et même des régions entières à effectuer des évaluations des risques en conformité avec les normes internationales. D'accord? Merci, Kouti. Oui. C'est vrai que la sécurité dans le domaine de l'énergie est également importante. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler de son expérience ou nous parler de bonnes pratiques qu'ils ont mises en œuvre dans différentes régions? Oui, je voudrais dire quelque chose également, poser une question sur l'accès aux données.
Et je crois que c'est une question très importante, surtout quant à la fiabilité des sources. Et cela peut varier beaucoup si on utilise notamment des jeux de données globaux. Et lorsqu'on parle d'un environnement urbain, lorsqu'on examine une ville, je n'ai pas vraiment confiance dans ces jeux de données. Et donc, lorsqu'on s'adresse à un législateur, cela devient difficile parce qu'on essaie de présenter certains projets, mais j'ai été heureux d'écouter ce qui se passe à Mobutu. Mais j'ai pas vu la même expérience au Kenya. Mais cette question de fiabilité des sources de données est essentielle pour avoir cette confiance et faire avancer les projets. Et je me demandais si vous aviez peut-être quelques outils que je ne connais pas. Bon, non, je n'ai pas d'outils, mais nous avons certaines méthodes, parfois. Nous essayons de déterminer les points d'origine des problèmes pour comparer ce qui est disponible. Et en comparant ces jeux de données qui sont disponibles, on peut déterminer où sont les zones problématiques. Et ces villes, on peut déterminer si ce sont certaines villes dans un pays ou si c'est une ville en particulier. Mais nos solutions sont davantage utilisées pour faire des analyses détaillées à partir d'une source de données fiable. Donc, c'est une difficulté lorsque nous détectons une zone difficile et que nous voulons analyser le risque local pour fournir des solutions. À ce moment-là, il faut essayer d'obtenir des données de la plus grande qualité possible. Et on peut demander à nos collègues sur le terrain de recueillir les meilleures données que possible. Et parfois, on arrive à trouver des sources de données qui peuvent nous être utiles. Oui, c'est une discussion technique, mais qui est utile. Il nous reste quelques minutes avant de terminer et de rejoindre, que les gens dans les salles de conversation nous rejoignent. Donc, je voudrais remercier nos deux intervenants qui nous ont parlé de leur expérience, de leur travail dans ces villes. N'hésitez pas à envoyer des emails ou encore mieux, utiliser le chat maintenant si vous avez d'autres questions à poser. Mais je voudrais remercier tous les participants aujourd'hui qui ont écouté, qui ont posé des questions. Je crois que certains points évoqués sont très intéressants. Le changement climatique peut avoir un impact sur tous les aspects de la vie des gens, la santé, la sécurité alimentaire, la biodiversité. Comme l'a dit le premier intervenant, je suis en train de chercher mes notes. Elle est également liée aux questions d'hygiène. Et elle exerce des pressions supplémentaires sur les communautés. Et nous avons également parlé à plusieurs reprises de la gouvernance, ou la manière dont le changement climatique est intégré aux questions de gouvernance, à la législation. Et on a entendu cela dans la deuxième présentation de Maputo.
Et cela est important pour les questions de planification aussi. Et nous devons en fait repenser nos villes pour faire face au choc du changement climatique. La sécheresse, les vagues de chaleur. Mais bon, voilà, merci beaucoup à vous tous et on se revoit. Bon, on va rester dans cette salle et on va attendre que les autres nous rejoignent. Je crois qu'ils sont en train de revenir. Oui, ils sont en train de revenir. Donc, je crois que tout le monde est revenu. Donc, Youp, à vous. Oui, j'espère que vous avez apprécié les discussions. J'étais dans la discussion sur l'évaluation des risques dans les zones informelles en anglais. Et nous avons écouté des présentations très intéressantes. Donc, merci encore une fois à vous, chers intervenants, vous qui avez partagé vos expériences sur ces questions importantes. Nous allons maintenant passer à la discussion de panel. Et tout d'abord, je voudrais inviter les modérateurs à rejoindre le panel. Donc, Chris est l'un de nos panélistes. Il a plus de 15 ans d'expérience dans la planification pour la résilience, dans le développement d'infrastructures dans le secteur informel. Avant cela, il était un spécialiste de la reprise après les catastrophes pour la Banque mondiale. Le deuxième panéliste est Anaïs. Elle est une experte du développement urbain et de l'adaptation climatique, notamment dans les villes africaines. Elle a un doctorat de l'Université technique de Darmstadt et a publié des articles sur les zones informelles, la participation publique aux services urbains et la justice sociale dans le cadre de l'économie informelle. Et Anaïs travaille pour SWECO et elle était chargée de l'évaluation des risques climatiques à Antananarivo, financée par GCA en 2022. Et ensuite, nous avons Léo. Il est un spécialiste senior des programmes pour les villes résilientes et il est vraiment intéressé par les solutions naturelles pour l'adaptation au changement climatique, tout en offrant des causes-avantages socio-environnementaux aux communautés. Il a de l'expérience dans l'étude et dans les environnements de conseil. Il a travaillé pour la Banque mondiale et dans le cadre d'évaluation des risques climatiques pour les villes africaines. Donc, merci pour votre participation. Et je voudrais vous demander de faire un petit résumé. Quels sont les points à retenir qui sont ressortis de votre discussion? À vous. Je crois que nous avons perdu Chris. Donc, on l'a sans doute, sa connexion a été rompue, mais il pourra revenir tout à l'heure. Ah, vous êtes là? OK, d'accord. Donc, un petit résumé de notre discussion. Nous avons écouté des présentations de Patrick Egwork et Carvin Singh Singh. Patrick travaille à Nairobi avec la communauté de Makuro et Carmen travaille au Mozambique. Ils nous ont donné de très bonnes idées issues de leur travail avec les communautés pour déterminer quelles sont les difficultés, quels sont les risques. Ils ont parlé de la structure de l'engagement des communautés. Il ne s'agit pas simplement d'arriver et de poser des questions, mais il faut également mettre en place une hiérarchie depuis le foyer individuel, ensuite passer aux représentants et les faire participer à la structure de prise de décision. Il y a beaucoup de questions concernant l'approche multidisciplinaire et cela prend du temps. Lorsqu'on parle de travail dans des communautés informelles,
Il est également important de travailler avec les autorités locales, comme cela a été dit dans la présentation de Carmen. Surtout, et cela a été vu lors de la tempête tropicale en 2018. Il faut faire participer donc les autorités locales. Il est important de faire appel aux administrations locales. Et Carmen a notamment dit que la participation du gouvernement est essentielle pour définir les normes de construction locales, notamment pour les infrastructures de gestion de l'eau. Un élément clé qu'elle l'a signalé est une difficulté que nous avons tous, améliorer les conditions de vie, mais également obtenir un financement. Et parfois, il faut obtenir des fonds de l'extérieur pour faire le travail. Donc, très rapidement, en rapport avec la discussion, une question a été posée sur comment faire face aux problèmes d'ingérence dans les affaires locales de la part des autorités locales. Nous avons parlé de l'importance de rassembler les acteurs pour discuter. Il faut faire appel au gouvernement local lorsqu'on fait la planification. Et ensuite, pour la confiance locale, pour renforcer les capacités locales, Patrick a évoqué certains points intéressants. Il est important de bâtir la confiance au sein des communautés locales pour travailler avec les gouvernements locaux. Il s'agit parfois d'avoir des compétences personnelles, pas simplement des compétences techniques, pour travailler avec les gouvernements locaux, pour faire avancer ces évaluations des risques. C'était un bref résumé de la discussion. Merci beaucoup, Chris. On passe maintenant à Naïs. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé des points à retenir? Si ça ne vous dérange pas, je vais répondre en français parce que notre session aussi est en français. Et si je ne me trompe pas, il y a un traducteur pour tous ceux qui ne comprennent pas le français. So I'm just saying, if it doesn't disturb everyone, I'll just. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais faire ce résumé en français. On a eu 2 orateurs dans notre session. La première étant Madame Sara Marquez Martin, qui travaille à Maputo pour Arquitectura Sin Fronteras, et Monsieur Gérard Olivier Rakoto Manana, qui travaille à Antananarivo, Madagascar. Et c'était 2 présentations très complémentaires. Celle de Madame Sarah se concentrait vraiment sur le micro, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de vraiment les quartiers informels, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, au niveau de la rue, au niveau de petites, elle disait, des petites acupunctures, par exemple, de planter des bananiers pour absorber l'eau, mais aussi l'importance de vraiment cadrer les parcelles et d'avoir des frontières très fixes de chaque parcelle pour pouvoir justement plus planifier dans le futur, et aussi l'importance d'avoir la participation avec les personnes qui habitent dans ces quartiers-là, de pouvoir avoir des conversations informelles avec ces personnes-là qui souvent n'ont pas le temps de participer dans des participations formelles, structurelles, et que c'est beaucoup plus facile de pouvoir parler avec ces gens-là en allant où ils sont en train de travailler et ayant des discussions informelles avec ces personnes-là. Et de l'autre côté, la présentation qui était d'Antananarivo, qui était vraiment plus sur l'échelle de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vraiment le plan d'urbanisme de la ville, le plan d'assainissement de la ville, et aussi les grands travaux d'infrastructure qu'on peut faire sur une grande échelle, et comment on peut organiser et planifier ça pour les futurs. Je trouve que
donc aussi, ce qui avait très bien donc synthétiser le tout, c'était les 3 points les plus importants. C'est que d'abord, il faut éviter de construire et que les gens habitent dans des zones à risque pour le changement climatique. Deuxièmement, il faut améliorer la situation de vie dans les quartiers précaires qui existent déjà. Et il faut aussi promouvoir l'urbanisme dans les zones qui sont mieux pour justement que ces personnes puissent y habiter, y travailler, etc. Et la dernière chose importante dont on a parlé aussi, c'était justement la problématique de la migration climatique et qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant quittent les zones rurales à cause des inondations, de la sécheresse et qui viennent de plus en plus vers les villes. Et donc maintenant, les villes ont ça aussi, ce problème-là à capter. Et souvent, si ce n'est pas organisé d'une manière structurelle, ces personnes ont tendance à aller habiter justement dans ces quartiers précaires où la situation est pire, où ils vont plus être impactés. J'espère que j'ai un peu pu synthétiser ce qu'on a discuté, de ce qu'on a parlé. Merci beaucoup, Anaïs. I mean, it seems you had a fascinating discussion. Oui, apparemment, vous avez une discussion très intéressante. Et finalement, Léon, est-ce que vous pourriez nous parler des points à retenir de votre discussion? Oui, bien sûr. Oui, merci. Je crois que nous avons parlé de certains des mêmes points que vous. On avait Antananarivo et Maputo également. Et ce que nous avons vu qui était important, il peut y avoir des problèmes climatiques, par exemple des périodes de sécheresse prolongées. Parfois trop d'eau avec les inondations, parfois pas assez d'eau avec la sécheresse. Et cela a un effet sur la santé. Et cela a un impact climatique sur Antananarivo, également avec la population croissante qui souffre du changement climatique. On a également parlé de l'agriculture et son rapport avec le climat. Les cultures sont souvent endommagées. On a également parlé des faibles structures de gouvernance au niveau régional et national. Dans le premier cas présenté, il a été dit que les ressources sont parfois trop faibles, les capacités sont faibles pour mettre en œuvre et réglementer et assurer le suivi des mesures prises. Ensuite, dans les zones informelles à Maputo, et je crois que c'est assez semblable à ce que nous a dit Anaïs, il travaille à la reconception des rues, comment reconstruire en mieux, comment assurer, mieux définir la propriété des terres pour que les villes puissent devenir résilientes au changement climatique. Donc, c'est à peu près ce que je dirais pour résumer la discussion. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'adaptation au changement climatique n'est pas à la base. Il faut tout d'abord comprendre les communautés et déterminer quelles sont leurs priorités, quels risques sont importants pour eux. Merci beaucoup, Léon. Apparemment, les différentes salles de conversation ont évoqué des points assez semblables, mais je voudrais poser 3 questions et je voudrais que chacun d'entre vous répondiez à l'une de ces questions en indiquant qu'est-ce que vous avez retenu de la séance d'aujourd'hui. La première question, c'est comment passer de l'évaluation des risques à l'action? Parce qu'on a dit, on ne veut plus de rapports. Ce qu'on veut maintenant, ce sont des actions.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment pouvons-nous utiliser ce processus d'évaluation des risques climatiques pour renforcer les capacités locales dans les communautés avec les administrations locales? Et la troisième question, comment utilisons-nous ces évaluations pour aider les législateurs et le public? Donc, la première question, comment passer de l'évaluation à l'action? Ensuite, comment renforcer les capacités pour l'évaluation des risques? Et comment renforcer les capacités des législateurs et du public? Donc, si vous pouviez choisir l'une de ces questions, celle qui vous plaît davantage et pour laquelle vous avez le plus appris dans les séances d'aujourd'hui. Donc, allez-y. Anaïs, vous voulez? OK, allez-y. Les dames en premier. OK, je vais prendre la première question. La question sur comment passer de l'évaluation à l'action sur le terrain. Donc, l'un de nos intervenants, Sarah Marquez-Martin, présentait l'étude de Maputo. Et je crois que là, elle nous a vraiment montré quelle est la solution. Et c'est dans ce contexte de problèmes de financement. D'une part, ils ont activé les communautés locales pour comprendre quelles étaient les difficultés, mais également pour assumer le processus, la transformation qui avait lieu. Donc, ils ont formé les gens pour qu'ils fassent le travail eux-mêmes. Et elle nous a raconté l'histoire de cette femme qui portait les sacs de ciment elle-même. Et elle nous a expliqué que avec ce process, parce qu'ils ont fait participer les communautés locales, ces communautés ont fait partie de la transformation. Cela a eu un impact sur d'autres aspects tels que les questions de genre, l'égalité, parce que grâce à la participation des communautés, les relations ont changé. Et c'est un projet qui a été soutenu par les municipalités, donc il y a eu cette volonté politique. Et donc, les solutions mises en œuvre étaient très simples, des solutions qui ne coûtaient pas cher. Par exemple, planter des bananiers ou creuser un trou et le remplir de pierres pour le drainage, ou s'assurer que la surface était en terre et pas en ciment pour que l'eau puisse être évacuée. Donc, beaucoup de petites mesures qui ne coûtent pas cher, mais qui se sont avérées efficaces. Et c'est ce qu'ils ont pu mettre en œuvre avec les communautés locales. Et donc, je crois que c'est un exemple magnifique de ce que nous pouvons faire. Lorsque les gens disent « assez avec les évaluations, on veut voir l'action ». Et cela nous montre que on peut voir un véritable impact, même lorsque ce sont de tout petits projets. Merci. C'est très intéressant. J'ai vu que Chris a la main levée. Oui. Donc, juste pour répondre peut-être aux trois questions, juste quelques idées ou de réponses plutôt générales soulignées par Patrick et Carmen. C'était très intéressant de voir à travers la présentation comment nous pourrions lancer une discussion avec les autorités locales, surtout lorsque nous allons dans une communauté, nous voulons vraiment rentrer dans cet aspect d'évaluation plutôt cartographié, etc. Mais cette idée de créer un canal de communication est vraiment cruciale. Et cela nous permet d'avoir un processus plus efficace, mais également de garantir que
les résultats à long terme de l'évaluation sont vraiment intégrés dans nos efforts de planification et de programmation avec le soutien du gouvernement. Et je voulais juste souligner également cet aspect de structure, donc structure de communication et de prise de décision avec les communautés locales. Cela était très intéressant, je pense. À travers l'exemple que nous avons vu, nous avons pu voir comment l'idée est de vraiment passer du temps avec l'autorité locale pour arriver aux objectifs communs, à aider nos participants dans le processus. Donc, comment vraiment gagner un certain niveau de confiance auprès des autorités locales en vraiment investissant du temps pour avoir ces objectifs partagés, pour essayer de régler ou de résoudre des malentendus ou des conflits. L'idée est de vraiment avoir ces objectifs partagés pour travailler ensemble et pour bien comprendre ce que nous faisons les uns et les autres. Donc, je pense que cela peut nous aider à améliorer les conditions de vie des communautés locales et également de vraiment souligner que nos objectifs de base sont vraiment communs. Hein, cela peut être une bonne manière de vraiment réunir les gens. Merci, Chris. Léon, je pense que vous avez peut-être une réponse à partager à ces questions. Oui, il s'agit d'un commentaire plutôt sur la troisième question. Hein. Donc, l'idée d'avoir ce lien entre ces parties prenantes. Donc, dans notre salle, nous avons eu une discussion par rapport à comment nous évaluons la précision de ces évaluations. Nous avons eu quelques suggestions par rapport au fait de garantir ce niveau de précision pour savoir que ces études peuvent être vraiment appliquées, utilisées, ou peut-être pour connaître les limitations. Hein? Donc, pour bien utiliser ces résultats. Et donc, un point que nous avions en commun était l'idée que nous avions vraiment besoin des évaluations assez complexes et assez complètes. Et des fois, nous n'avions pas vraiment le niveau de financement voulu pour faire cela dans tous les endroits. Donc, l'idée était de vraiment évaluer quelles étaient les zones les plus importantes, dans les hotspots, si vous voulez, et d'utiliser ce que nous avons appris pour les autres zones plus tard. À travers de notre expérience, je pense que nous pouvons peut-être essayer de créer des messages qui nous permettent de créer des histoires et de comprendre des récits à partager pour comprendre les communautés et ce que nous demandons de ces communautés. Nous devons avoir vraiment une idée très claire de comment faire cela. Je suis quelqu'un de plutôt technique, hein, je suis plutôt habitué à parler aux experts. Donc, comment est-ce que nous identifions les bonnes personnes qui peuvent aller dans les communautés et traduire ces connaissances techniques pour eux? J'ai encore deux questions. Je vais peut-être vous demander de partager ou de répondre à ces deux questions. Premièrement, lorsque nous travaillons sur l'adaptation au climat, nous devons très fréquemment prendre une perspective à mi-terme, donc peut-être d'ici à 5 ans. Mais comment est-ce que nous encourageons les communautés plutôt informelles qui font face aux questions vraiment quotidiennes de penser à l'avenir? Donc, ces communautés vont peut-être considérer les difficultés, des défis liés à l'eau, aux autres effets des changements climatiques, mais comment est-ce que nous pouvons les encourager à adapter ou adopter cette perspective plutôt à mi-temps? Hein? Première question pour vous. Anaïs, c'est à vous.
Oui. Donc, je pense qu'il s'agit d'une question très importante. À travers de mes expériences à Madagascar, nous avons vu que lors de ces évaluations, l'adaptation du climat était déjà compris comme une question, un défi super actuel parce qu'il y avait des gens qui devaient quitter leur zone d'habitation, zone de travail à cause de ces effets. Donc, ces effets des changements climatiques sont déjà présents, sont déjà vraiment ressentis dans ces communautés. Et donc, à Madagascar, par exemple, chaque année, ces communautés doivent s'adapter, doivent quitter leur maison parce qu'il y a ces incendies causés, ces inondations, excusez-moi, causées par les changements climatiques. Oui, c'est à vous, Chris. Oui, j'ai une réponse très similaire. L'idée ou les idées que nous avons partagées par rapport aux effets et aux réponses juste après une urgence. L'idée est que nous devons peut-être lire les informations que nous avons tout de suite après une catastrophe, une urgence naturelle. Mais nous devons également considérer quels sont les effets plutôt au niveau quotidien. Donc, des petites inondations, par exemple, qui rendent la vie très difficile dans ces zones et qui ne sont pas toujours bien partagées par les médias, etc. Nous ne savons pas nécessairement que ces choses ont lieu, mais nous devons absolument considérer que maintenant, ces réalités sont vraiment très, très actuelles dans ces communautés et que nous devons, comme les personnes qui travaillent sur ces questions plutôt techniques, essayer d'appliquer nos connaissances aux nécessités d'urgence quotidienne dans ces communautés. Donc, montrer ce que nous pouvons faire peut-être pour rendre ces communautés plus résilientes. Je pense que très fréquemment, ces listes des actions spécifiques sont très longues. Donc, améliorer les infrastructures, etc. Je pense qu'il y a vraiment toute une gamme d'activités à offrir. Et normalement, il y a toujours quelque chose qui peut rentrer dans les priorités de développement des communautés. Donc, j'ai une question finale avant de passer la parole aux collègues. Il y a vraiment un équilibre important lorsqu'il s'agit d'engager des communautés et les faire participer à ces études, évaluations. Il s'agit d'un processus qui dure des mois ou même des années pour vraiment garantir le niveau de confiance voulu. Mais en même temps, ces effets, comme nous avons dû dire, sont ressentis vraiment maintenant. Et donc, nous devons essayer d'agir de manière rapide. Comment donc établir ce genre d'équilibre? Je pense que nous avons déjà répondu dans une certaine mesure, mais je vais peut-être vous passer la parole, Léon. Oui, est-ce que vous pouvez juste répéter cette question? Donc, comment arriver à un équilibre entre le besoin d'engager ces communautés dans une conversation, de construire un certain niveau de capacité et de confiance, mais en même temps agir rapidement? Comment donc avoir cet équilibre entre les deux nécessités, hein? Oui, donc pour commencer, je pense que nous avons besoin d'un certain niveau d'expertise technique, mais également expert d'engagement. En ce qui concerne la conceptualisation des projets, nous devons reconnaître le fait que cette participation nécessite du temps, de l'expertise
cet engagement a besoin de ces deux composants et également peut-être un certain niveau de réconceptualisation des projets, hein, après avoir identifié des priorités qui peuvent être différentes. Et bien entendu, nous devons avoir le niveau de financement adéquat pour pouvoir bien faire ce travail, hein. Il ne s'agit pas d'un travail qui peut être fait sans ressources. Donc, nous devons avoir quelques conditions établies. Diop, vous êtes en sourdine. Ah, je suis désolée. Donc, Anaïs, est-ce que vous avez peut-être d'autres points à ajouter? Ou Chris, sinon? Oui, je pense que je peux peut-être vous partager l'exemple du travail que nous sommes en train de faire à Liberia. Donc, nous avons appris beaucoup par rapport à l'idée de travailler avec des partenaires locaux pour nous permettre d'agir rapidement, parce que cela va nous permettre de déjà utiliser leur niveau d'engagement avec les communautés. Donc, normalement, il y a toujours d'autres organisations qui travaillent sur le terrain. Ça peut être un partenaire local qui a déjà un rapport existant avec les communautés et nous pouvons utiliser donc ce rapport et l'évaluation que cette organisation a déjà fait des priorités, etc., pour nous aider à agir plus rapidement. Normalement, les personnes qui travaillent sur le terrain déjà sont habituées à travailler sur les attentes et de comprendre les limites ou les difficultés liées à ces communautés. Donc, nous devons, je pense, considérer quelles sont les limites, quels sont les facteurs à prendre en compte lorsque nous évaluons les attentes. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent également dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ou poser une question? Je vous encourage de poser plutôt des questions spécifiques au lieu de partager votre expérience maintenant, mais la parole est ouverte au public. Sinon, j'ai une question par rapport au rôle du secteur privé, hein. C'est une question dans le chat. Donc, le rôle du secteur privé pour faire partie de la solution de la résilience dans les villes. Est-ce que vous avez des expériences, des exemples basés sur vos expériences? Oui, je peux y aller. Oui, allez-y. Carmen? Oui. Merci. Donc, le secteur privé, il y a vraiment beaucoup de choses que le secteur privé peut faire. Ces organisations travaillent dans un domaine spécifique. Donc, normalement, ils travaillent dans les communautés, dans la société. Et donc, l'idée est de vraiment voir comment donc travailler avec les autorités locales ou les gouvernements locaux pour considérer comment ajuster le travail pour être plus sensible au changement climatique. Il y a également des démarches qui nous pouvons faire auprès des fondateurs, des bailleurs de fonds dans le secteur privé. Nous avons maintenant des liens établis avec des communautés ici au Mozambique, par exemple. Et nous essayons de travailler ensemble pour définir comment travailler pour améliorer des questions spécifiques. Nous pouvons demander aux ONG, par exemple, qui travaillent sur le terrain, quelles sont leurs priorités, comment
vraiment nous focaliser sur la résilience. Je pense que tous les ONG qui travaillent dans les communautés ont leur propre approche liée à cette question. Et donc, je pense que nous pouvons peut-être établir des liens entre ces organisations et le secteur privé lorsqu'il s'agit des points en commun. Merci. Merci, Carmen. J'aimerais bien ajouter également une perspective, donc par rapport à comment travailler avec le secteur privé. Je pense que dans une ville, il y a à peu près 60 ou 70% des propriétés qui sont des propriétés du secteur privé. Donc, comment encourager le secteur privé à agir pour vraiment prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai un exemple spécifique qui vient de la ville du Cap et également de Nairobi lié à l'eau spécifiquement. Donc, une solution pour soutenir le système de fourniture d'eau pour la ville. Pour le Cap, l'idée était de vraiment travailler sur la végétation qui était autour des différentes facilités ou équipements d'eau et les différentes associations et également représentants de sociétés privées ont travaillé ensemble pour définir les équipements et les zones en question et pour travailler directement dans les zones concernées. Il y avait également des efforts de financement pour vraiment établir un fonds spécifiquement dédié à ces solutions. Donc, Tana Water Fund à Nairobi. Je pense qu'il y a d'autres exemples également en Amérique latine. Merci. Merci, Nick. On a encore une question parce que nous sommes en train d'arriver vers la fin de cet échange. Ivan Decom nous demande, comme nous avons parlé beaucoup des communautés locales, est-ce que nous pouvons également considérer l'autre partie prenante clé, les maires, les décideurs? Quelles sont vos expériences par rapport à l'engagement avec ces décideurs? Est-ce que cela a bien marché? Chris, oui, j'ai un bon exemple à partager par rapport à notre travail à Accra, Ghana. Donc, nous avons commencé avec une évaluation des risques et une cartographie institutionnelle. Donc, nous avons commencé avec cette évaluation des risques avec les autorités locales, donc le maire, l'Assemblée métropolitaine d'Accra, qui n'ont pas vraiment fait des visites de terrain, mais qui ont été présents lors de la présentation des résultats de ces évaluations et également la présentation des conclusions par rapport aux priorités, aux défis, etc. Donc, cela a été vraiment très encourageant parce que nous avons pu établir une discussion, un dialogue continu avec ces autorités. Nous avons fait une analyse également des écarts, des lacunes et donc nous avons continué à travailler avec des autorités locales, régionales et nationales pour bien comprendre les priorités dans leur portefeuille et également quelles étaient leurs idées par rapport aux questions climatiques. Et donc, nous avons travaillé avec les maires pour identifier nos priorités et pour bien établir des projets concrets basés sur ces priorités avec des financements chiffrés associés. Donc, l'idée était de vraiment impliquer ces maires presque dès le début
et de vraiment considérer leur idée, leur priorité. Merci. Anaïs? Oui, merci. Je voulais juste vous donner encore un exemple pour notre méthodologie C40. L'idée est de souligner l'importance de l'engagement politique comme nécessité. Donc, l'idée est que les autorités disent qu'ils ont besoin de ce genre d'évaluation et donc il y a très fréquemment une communication formelle de la part de ces autorités. Cela est important, je pense, d'avoir cette, comment on dit, consentement formalisé et d'engager et d'encourager ces autorités de s'approprier des projets. Donc, nous travaillons avec le bureau du maire pour encourager ces agents à participer dans la priorisation et d'autres éléments. L'idée de vraiment donc faire le travail de base et après encourager ces agents de travailler sur peut-être le raffinement de ces points pour faciliter le travail. Super. Léon, c'est à vous. Nous arrivons vers la fin, donc juste une réponse rapide. Oui, donc nous avons travaillé récemment avec les membres de notre réseau, avec notre agent de résilience. L'idée était de vraiment encourager nos membres de connecter quelques priorités, donc liées à la résilience, avec des personnes associées dans des administrations spécifiques. Donc, l'idée était de vraiment souligner les liens entre parties prenantes et cela a bien marché. Dans plusieurs cas, il s'agit de quelque chose d'institutionnalisé, mais nous pouvons peut-être essayer de travailler de manière créative également pour bien encourager les maires, les autorités de travailler et de s'intéresser à notre travail. Très bien. Donc, avant de clore notre session d'aujourd'hui, je vais vous encourager de se joindre à nous. Nous avons notre plateforme spécifique pour essayer d'encourager des liens entre personnes qui travaillent sur des points politiques avec des rôles différents. Il s'agit d'un espace ouvert, donc nous vous souhaitons la bienvenue. Premièrement, j'aimerais également remercier Léon, Anaïs, Chris et toutes les personnes qui nous ont aidé avec l'organisation de cet événement. Merci aux intervenants. C'était vraiment super d'entendre vos expériences dans ce domaine si important. Merci également à Osa, Olivia et Céline. Je sais qu'il y a beaucoup de travail pour bien organiser ces sessions, travail qui n'est pas toujours visible. Donc, merci encore de votre travail. Vous avez vraiment réussi à nous mettre ensemble. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Olivia pour clore notre session. Merci. Donc, je vous ai mis le lien à notre communauté, Water Adaptation Community, que nous avons mis ici dans le chat. Donc, nous avons des réunions formelles chaque mois, des webinaires, des événements comme notre session d'aujourd'hui, un portail online également pour partager des études de cas, des ressources, etc. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais également partager avec vous une enquête d'évaluation très rapide, donc juste pour nous aider à bien organiser nos événements futurs. Merci encore de votre participation. J'espère vous voir dans notre communauté, Water Adaptation Community, et également lors des événements
futur. Merci encore et bonne journée ou bonne soirée. Merci. Au revoir.